et bienvenue sur ma chaîne de podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans la première partie de ce podcast, nous allons faire la chronique de mes lectures, c'est-à-dire mon bilan des lectures que j'ai effectuées durant ce mois de mars 2025. Alors, j'ai lu 8 livres. Enfin, en vrai, je n'ai lu que 7 livres papier et numérique. Le 8e était un livre audio, dont je vous parlerai dans la chronique, mais pas que. Commençons d'abord par le premier livre. C'était l'histoire de Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint Louverture, qui a fait l'objet d'une lecture commune du Book Club de mars. Je ne vais donc pas trop m'attarder sur ce roman, puisqu'on en a énormément parlé durant le Book Club, puisque c'était notre lecture commune. Nous avons développé nos 4 avis, nous avons échangé sur le roman, l'auteur, son écriture, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller vous référer à cet épisode-là. Donc là, je vais vous en parler juste en quelques mots. Alors, Lune froide sur Babylone, c'est un thriller fantastico-gothique qui se situe dans la ville de Babylone. Les personnages principaux sont la famille Larkin, la famille Redfield et la famille Hale. Le résumé : Babylone, Floride, 1980. Chaleur et pop-up girls, rumeurs et superstitions, serpents venimeux et mort brutale. Mais aussi une rivière tortueuse qui a déjà marqué la famille Larkin d'un sceau funeste. Alors quand la jeune Margaret disparaît, c'est comme si ses flots se mettaient à couler à l'envers, faisant ressurgir ce qui n'aurait jamais dû y sombrer. Au même moment, une immense lune se lève au-dessus de la ville et envahit tout de son éclat implacable, aveuglant victimes comme meurtriers, les déchus de Babylone. Alors, je vais quand même vous faire mon avis en quelques lignes. Alors, j'ai été profondément touchée par ce roman de Michael McDowell. Sa plume, toujours aussi captivante, nous plonge dans une atmosphère à la fois envoûtante et terrifiante. McDowell a ce talent unique de dépeindre les aspects les plus sombres de l'humanité, nous tenant en haleine à chaque page. On ressent une véritable connexion avec les personnages, oscillant entre l'empathie pour ceux que l'on aime et une colère, voire un dégoût envers les plus déplaisants. Après avoir dévoré les 6 tomes de Blackwater il y a quelques mois, retrouver cet auteur a été un véritable plaisir. Ce livre a été choisi comme lecture commune de notre book club de mars 2025, comme je vous l'ai dit. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller nous écouter. Attention cependant, on a fait très attention à ne pas spoiler le livre, mais bon, je crois qu'on n'a rien spoilé vraiment. Mais si vous avez lu le livre avant, ce serait peut-être mieux. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande, avant de nous écouter. Et dès que vous l'avez lu, d'aller écouter cet épisode du Book Club pour en savoir un petit peu plus sur nos avis. Le deuxième livre que j'ai lu sur ce mois de mars, c'est le tome 2 de Une fenêtre sur les ténèbres. Ce tome-là s'appelle 2 couronnes corrompues de Rachel Gillig, publié chez Sabran. C'est un roman de fantasy qui se déroule sur la ville de Bourde. Les personnages principaux sont Ravine, Cauchemar, Orm, Yona, Elspeth, Jespire, etc., etc. Alors, comme c'est un tome 2, je vais juste vous refaire le résumé du tome 1. Donc, l'accroche du tome 1, c'est la magie sans le sel. La sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure ? Dans le royaume de Bourde, la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre, mortelle pour la plupart. Ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers.
Survivante de la fièvre, Elspeth, du fusain, fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage, mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Sa vie bascule lorsque elle rencontre Ravin Dif, neveu du roi. Propulsée dans un monde d'ombre et d'intrigues, Elspeth accepte de l'aider à lever le sort qui empoisonne le royaume, entrevoyant l'espoir de soigner son propre mal. Ensemble, ils devront rassembler les 12 cartes de Providence, mais tout a un prix, et la créature qui corrompt l'esprit d'Elspeth pourrait bien lui arracher son ultime espoir. Je vais peut-être juste vous faire l'accroche du tome 2. Entre de vieux arbres où la brume s'épaissit, demeure la dernière carte, moi seul sais la trouver, qu'il est caché là. Voilà, je vais pas aller plus loin. Pour mon avis, alors là, je dois vous dire que j'ai été complètement captivée par la suite du roman. J'avais adoré le tome 1, Une fenêtre sur les ténèbres. Je vous avais déjà partagé mon enthousiasme pour ce tome, que j'avais déjà dévoré sur le mois de janvier. Et ce deuxième et dernier tome a été tout aussi enchanteur. Sans vouloir vous spoiler, bien entendu, je peux juste vous dire que ce tome nous permet de suivre nos personnages préférés, mais cette fois, donc Ravin et Elspeth, mais cette fois dans ce tome, l'accent est surtout mis sur les cousins d'Elspeth et Ravin, à savoir respectivement Yona, la cousine d'Elspeth, et Orm, le cousin de Ravin, donc le fils du roi. Le deuxième fils du roi. L'autrice a brillamment réussi à éveiller ma curiosité, me poussant à tourner les pages pour découvrir comment chacun d'eux allait surmonter les épreuves et si leur objectif ultime, réunir toutes les cartes de la Providence pour sauver leur peuple de la brume, serait atteint. J'ai également été encore plus intriguée par le personnage mystérieux de Cauchemar, qui semble hanter notre chère héroïne, Elspeth, et par la découverte au fur et à mesure de son histoire personnelle, à Cauchemar. L'intrigue est habilement construite, les révélations se succèdent avec un rythme qui m'a tenue en haleine. Je ne peux que vous recommander ces deux romans si vous êtes friand de mondes de fantaisie soigneusement élaborés, de personnages tous plus attachants les uns que les autres, le tout baignant dans une atmosphère sombre et énigmatique. Si tout ça est à votre goût, cette histoire est vraiment faite pour vous. Le troisième livre que j'ai découvert en ce mois de mars, c'est Fleurs de cendre de Sarah Delisle, publié chez Gulfstream Éditeur. C'est une fantaisie médiévale qui se situe en Arcanie et un peu plus précisément dans la ville d'Autun, ou le comté d'Autun, je crois. Les personnages principaux sont Angre de Belmont, la comtesse d'Autun, et tant d'autres guerrières. Je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'elles sont assez nombreuses. Alors, en résumé, Angre, fille du duc de Belmont, rêve de devenir une sorcière accomplie. Mais en Arcanie, la pratique très surveillée de la magie est réservée à une poignée d'initiés et son père a pour elle des projets de mariage ambitieux. Ce futur tout tracé, loin des grimoires, vole soudainement en éclats quand Angre est visée par une tentative d'assassinat. Défigurée par le feu, la jeune fille est reniée par son père et son fiancé. Son échappatoire, rejoindre le domaine d'une mystérieuse marquise, perdue aux confins du royaume, pour enfin trouver la paix. Très vite, Angre découvre que la maîtresse des lieux forme en secret des guerrières sorcières de tous horizons pour lutter contre des démons surgis des profondeurs de la terre. Solitaire, n'ayant jamais manié l'épée et le visage constamment masqué, à cause de ses brûlures, Angre parviendra-t-elle à gagner la confiance de la marquise et de son armée de femmes? Une quête de liberté au-delà des apparences dans un royaume où le destin des femmes est régi par les hommes et où la sororité est une question de survie. Alors pour mon avis, je suis absolument ravie d'avoir enfin pu plonger dans l'univers de Fleurs de cendre de Sarah Delisle. Ce livre m'attendait patiemment depuis le Salon du Livre de Paris 2024 où j'ai eu le plaisir de faire dédicacer mon exemplaire par l'autrice. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'écouter l'interview que j'ai réalisée avec elle l'année dernière, en avril je crois, pour en apprendre davantage sur son univers fascinant.
Dès les premières pages, j'ai été captivée par la plume immersive de Sarah, qui m'a transportée en Arcanie. Ce roman a été un véritable délice à lire et je l'ai dévoré avec enthousiasme. Chaque moment libre était une occasion de me plonger dans cette belle aventure. L'histoire suit Angre, une jeune femme noble dont la beauté a été altérée, mais qui doit apprendre à se reconstruire. C'est une héroïne d'une résilience touchante qui, à travers les épreuves qu'elle traverse, découvre la force de devenir celle qu'elle aspire à être. Angre incarne une femme libre dans ses choix, indépendante, et bien plus que ce que son statut de duchesse pourrait laisser penser. Son parcours est semé d'embûches, mais sa détermination à façonner sa vie selon ses désirs est ce qui m'a le plus émue. Comme le titre l'indique si bien, Angre renaît de ses cendres pour s'épanouir en une magnifique fleur, peu importe les défis qui se dressent sur son chemin. Si vous êtes en quête d'une histoire mettant en lumière la force intérieure d'une femme qui sait se démarquer par son authenticité, alors Fleur de cendre est définitivement fait pour vous. Le 4e livre que j'ai découvert sur ce mois de mars, c'est le livre The Truth de Savannah Brown, publié aux éditions Ozu. C'est un thriller jeunesse qui se situe dans une ville aux abords du Styx, pas loin du lac Erie aux États-Unis. Les personnages principaux sont Sydney, Olivia, June et bien d'autres. En résumé, Sydney est persuadé que la mort de son père n'était pas un accident. Seul psy de la ville, il connaissait les secrets de tous ses habitants. Qui, parmi ses patients, aurait eu intérêt à vouloir sa mort ? D'où proviennent les mystérieux textos que Sydney reçoit après son décès ? Et pourquoi June, la fille la plus populaire du lycée, assiste-t-elle à l'enterrement ? Alors qu'elle est de plus en plus attirée par June, Sydney nourrit l'espoir d'une vie plus belle. Malheureusement, les secrets ne restent jamais longtemps dans l'ombre. Veut-elle vraiment savoir la vérité ? Alors, pour mon avis, je dois dire que c'était une lecture à la fois captivante et éprouvante. Ce roman aborde des thématiques fortes telles que le deuil, le harcèlement et la dépression, des sujets que je ne lis pas souvent. En tant qu'ex-étudiante en psychologie, j'ai particulièrement apprécié la manière dont ces problématiques sont explorées avec nuance et sensibilité. Cependant, je ne vais pas vous mentir, cette lecture a été difficile. L'histoire m'a profondément touchée et j'ai ressenti une connexion intense avec l'héroïne Sydney. À travers son parcours, on plonge dans une réalité sombre et dérangeante et l'autrice mérite des éloges pour sa capacité à nous faire ressentir toute l'angoisse et la confusion que Sydney traverse. L'enquête que mène Sydney pour comprendre les circonstances de la mort de son père est à la fois intrigante et révélatrice. Au fil de son cheminement, elle évolue et découvre des vérités sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. Si comme elle, vous êtes prêt à plonger dans les profondeurs de l'âme humaine pour déterrer des vérités parfois difficiles à affronter, alors ce livre est fait pour vous. The Truth est une œuvre qui, bien que difficile, offre une réflexion précieuse sur des sujets essentiels. Je suis ravie d'avoir pris le temps de lire ce roman et vous le recommande si vous cherchez une lecture qui provoque à la fois réflexion et émotion. Le 5e livre que j'ai découvert pendant ce mois de mars, c'est Agence Perdido, tome 1, Les derniers retrouveurs de Victor Dixen, publié chez Bayard Jeunesse. C'est un fantastique jeunesse qui se déroule à New York. Les personnages principaux notamment sont Lucie Lachance, Rita Perdido, Jasper Chen et bien d'autres. En résumé, chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus ? Ils ont été volés par des créatures avides venues d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre, les croque-mitaines. La vie de Lucie bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline est contrainte de quitter sa campagne et d'aller vivre à New York chez sa tante Doris, qui l'oblige à voler dans les trains pour payer son loyer. Jusqu'au jour où Lucie fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets, qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucie découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs. Depuis la nuit des temps, ces humains ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs perdus.
Persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, Lucie se lance à sa recherche, mais ce n'est pas seulement le sort de sa famille qui est en jeu. À mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Alors, pour mon avis, j'ai été totalement captivée par ce roman fantastique qui nous plonge entre notre monde et celui des croque-mitaines. L'héroïne, Lucie, est fascinante et son parcours riche en mystères et en révélations sur sa famille m'a tenue en haleine du début à la fin. J'ai dévoré ce livre en seulement 3 jours, au point de sacrifier un peu de mon sommeil, mais chaque minute passée à lire en valait vraiment la peine. Victor Dyson a un talent indéniable pour créer des personnages attachants et tisser une intrigue palpitante qui nous pousse à tourner les pages sans relâche. La beauté de ma version reliée a également ajouté à mon plaisir de lecture, offrant un confort inégalé. Bien que certains passages soient sombres et troublants, l'attachement que l'on développe pour Lucie nous incite à la suivre sans hésitation dans ses aventures. Un autre point fort de cette édition est l'ajout de 3 doubles pages d'illustrations interactives où l'on peut chercher des monstres ou naviguer dans un labyrinthe. Cela a vraiment enrichi mon expérience de lecture, rendant l'histoire encore plus immersive. Si vous souhaitez vous plonger dans un univers où l'étrange et le malaisant se côtoient, tout en vous sentant comme le héros de votre propre aventure, alors l'Agence Perdido est le livre qu'il vous faut. En ce qui concerne ma 6e lecture, elle s'est portée sur le tome 1 de Runborn, Tyr, et, oui, en même temps, le tome 2, Runborn, Elle, d'Ariel Holtz, publié chez Gulfstream Editors. J'ai reçu le tome 2 en service de presse grâce à NetGalley, et j'ai pu lire les 2 tomes d'affilée. Ce qui a été vraiment génial comme lecture. Alors, pour en revenir au genre, c'est une fantaisie qui tourne autour de la mythologie scandinave. Le cadre des 2 histoires sont alors, j'espère que je prononce bien, Gimle, Amardat et le Gedland, ou Gedland. Les personnages principaux sont, comme les titres de chacun des tomes l'indiquent, Tyr pour le tome 1, Elle pour le tome 2, et ils sont accompagnés tout au long de ces 2 tomes par Bragi, Jörd, le clan des loups, les Vindictari et bien d'autres. En résumé, alors je vais commencer par l'accroche du livre. Chacune de ces runes possède un peu de l'essence d'un dieu ou d'une déesse indispensable à toute existence. Je vous ai choisi pour les porter. Grandissez et prospérez, enfants des runes. Lorsque le temps sera venu, vous ferez renaître les dieux. Ainsi parlait Odin, le père de tout, à la veille du Ragnarok, la fin de l'ancien monde. Alors, le résumé du tome 1. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis, Elle et Bragi, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteurs des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn ou s'approprier leurs runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée ? Bonne question. Alors, je ne sais pas si je vous lis le résumé du tome 2, je pense pas, parce que je suis en train de le regarder, mais je vais essayer d'éviter de vous spoiler. Là, dans ce tome 2, on y suit du coup Elle, l'autre Runborn, qui va mener dans ce tome sa propre aventure en passant de Gimle à la ville de... Comment elle s'appelle ? J'ai oublié. Gedland. J'espère que je dis bien. Donc, chacun des tomes, en fait, retrace l'aventure personnelle de chacun des personnages. Donc, Tyr pour le tome 1, Elle pour le tome 2. Je vais passer directement à mon avis avant de dire n'importe quoi ou de mélanger tous mes mots. Donc, pour en revenir à mon avis.
J'ai été véritablement captivée par ma lecture de Runborn et le fait de pouvoir enchaîner, comme je vous l'ai dit, les 2 tomes d'affilée a enrichi mon immersion dans cette histoire fascinante. L'univers, inspiré de la mythologie nordique, est habilement tissé, ce qui rend l'intrigue encore plus intéressante. La plume d'Ariel Hotz est un véritable régal et j'ai pris un immense plaisir à découvrir des facettes inédites des dieux nordiques. Chaque tome, comme je vous l'ai dit, nous offre le point de vue de 2 personnages distincts, Tyr pour le tome 1, Elle pour le tome 2, ce qui permet d'avoir une vision presque complète de l'intrigue. Cette approche narrative est particulièrement réussie car elle nous plonge au cœur des conflits et des motivations de chaque personnage. D'autres figures viennent également enrichir le récit, apportant leur propre perspective à cette lutte entre les dieux et le concept du dieu unique. Cela nous pousse à réfléchir sur nos propres convictions et même si je comprends les motivations de chacun, mon cœur a déjà choisi son camp. Le travail sur les points de vue est remarquable car il nous permet, comme je vous le disais, de saisir les nuances des 2 parties en opposition. Ce qu'on trouvait sympathique devient antipathique et vice-versa, et ça, c'est génial. C'est cette complexité qui rend l'histoire si captivante. Et si, comme moi, vous appréciez les récits où les choses ne sont ni totalement noires, ni totalement blanches, et que vous êtes ouvert à quelques trigger warnings, alors je vous recommande vivement de plonger dans Runborn. C'est une lecture qui ne manquera pas de vous faire réfléchir et de vous tenir en haleine. Passons maintenant à la 2e partie de ce podcast, la chronique d'écriture. Alors, ce mois-ci, j'avais envie d'aborder avec vous ma nouvelle histoire de fantasy qui mêle sorcellerie et piraterie. Et je voulais aborder le sujet de l'inspiration que j'ai eue pour créer cette histoire et la façon dont j'ai brainstormé ma nouvelle histoire. Alors, tout d'abord, au tout début, je suis partie d'une image de Pinterest que j'avais trouvée vraiment très très jolie, qui était l'image le dessin d'une jeune fille brune aux cheveux longs et d'un chat noir qui buvait une tasse de thé face à la fenêtre qui donnait sur une mer déchaînée. Plus je regardais cette image, plus des histoires se sont mis en place dans ma tête, plus j'ai visualisé et imaginé les personnages et je me suis dit, une jeune sorcière, un chat qui parle, oui je sais vous allez me dire mais ça on l'a déjà vu quelque part, je vais y venir, et des tasses de thé. Je me suis dit mais c'est parfait ça comme ambiance. Donc l'idée, elle est partie de là. Comme ça allait parler de sorcellerie et de piraterie, je me suis dit, là, on est dans une fantaisie. Donc, pour commencer à travailler et à brainstormer sur cette histoire, je me suis mise à chercher des noms, des prénoms, qui feraient automatiquement penser à de la fantaisie en les lisant. Pour cela, je suis passée par le site internet fantasynamegenerator.com, bien sûr. Ce site est organisé en plusieurs catégories qui m'ont permis de pouvoir trouver plein d'idées. Alors, je vais essayer de vous donner un peu, en gros, je ne vais pas tout vous dire parce que le site, si vous y allez le voir, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de catégories. Donc là, je vais vous dire à peu près comment ça fonctionne. Donc, je suis allée sur la catégorie fantasy et folklore. J'ai cliqué sur cette catégorie. Il y a eu un menu qui s'est mis à défiler sous mes yeux avec plusieurs sous-catégories qui étaient tous classés par ordre alphabétique. On pouvait y retrouver le nom de Banshee, le nom de détective, de créatures légendaires, des noms d'orques, etc., etc. Et il y avait également une catégorie qui s'appelait Place and Location. Oui, c'est un site qui est en anglais, mais c'est quand même largement jouable, même si vous comprenez pas trop la langue. Et donc, dans cette catégorie Place and Location, donc place, endroit et location, vous pouvez trouver plein de noms de châteaux, de donjons, de royaumes, ou même encore d'écoles de magie. Pour vous donner un exemple,
on va partir de la catégorie lieu et endroit et location, là, et lieu. Il y a une sous-catégorie qui s'appelle nom de civilisation. Sur le bas de la page, quand vous cliquez, donc vous cliquez sur Place and Location, vous cliquez sur Civilizations Names, sur le bas de la page vont apparaître des listes de noms que vous pouvez choisir telles quelles ou mixer pour créer un nom personnalisé. Si cette première liste ne vous inspire pas, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Get Civilization Names et le site vous génère une nouvelle liste de mots. Et c'est comme ça que le tour est joué. Moi, j'ai tartiné, je crois, 4 ou 5 pages de noms que j'ai essayé d'attribuer à des paysages, des montagnes, des villes, la mer, des lieux de campagne, des châteaux, des manoirs, etc., etc. Procéder ainsi, ça m'a permis d'obtenir une liste conséquente de noms que je me suis amusée à mixer pour en faire des noms que j'ai plus ou moins créés et certains qui m'ont même inspiré de nouvelles idées pour mon histoire. Il y a bien d'autres catégories où vous pourrez piocher à votre tour des noms inspirants pour créer votre monde et vos personnages. Je vous conseille donc de ne surtout pas hésiter à aller visiter donc le site fantasynamegenerators.com que j'ai trouvé vraiment très 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 intéressant. Ensuite, qui dit monde de fantasy dit carte du monde. Eh oui. Par contre, cette partie-là, ça n'a pas été une tâche très simple à réaliser, mais ce fut un vrai plaisir et ça m'a permis de m'immerger un peu plus dans mon histoire. Car comme mes fiches personnages, j'ai fait une fiche monde où je me suis posé des questions sur l'histoire, avec un grand H, sur la géographie, sur les cultures des différents pays, sur la politique, sur les modes de vie et tout un tas d'autres éléments. Et pour bien visualiser le tout, j'ai fait une carte. Oui, une vraie carte, avec des pays, des villes, des reliefs, des forêts, des océans, des rivières. Oui, tout ça. Bref, vous voyez où je veux en venir. J'ai créé un vrai monde, qui pourrait très bien exister dans une autre dimension, hein. Why not? Pour cela, je me suis basée sur une vidéo de Marie Réplin, l'autrice de la série La Carte des Confins, où elle avait pris une feuille, une grande feuille blanche, et un bol de riz. Dans le principe, vous posez votre feuille blanche sur une table, vous jetez votre riz sur la feuille blanche et avec un crayon, vous suivez les contours pour faire apparaître des continents, des îles ou tout relief qui donnerait vie à votre carte. Bon, après, je ne vous raconte pas le bazar pour ramasser le riz, car j'ai dû y aller un petit peu trop fort dans mon geste et il y en avait absolument partout. Bref, mais c'était vraiment sympa à faire. Je recommande cette technique pour pouvoir fabriquer une carte. Une fois tous les contours terminés, je n'ai eu plus qu'à placer les noms que j'avais trouvés grâce à Fantasy Name Generators et à mettre tout ça en scène, comme si c'était la carte d'un vrai monde. Sinon, vous vous demandez peut-être quel livre, quel film ou quelle série m'ont inspiré pour écrire cette fantaisie qui mêle sorcellerie et piraterie. Eh bien, je dirais qu'il y a tout d'abord La Carte des Confins de Marie Réplin, Le Chant des Voiles de Tiffs, L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui sont 3 livres et séries dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans mes épisodes. J'ai même consacré un épisode coup de cœur à la série de La Carte des Confins de Marie Réplin, ainsi que un épisode coup de cœur des 3 premiers tomes francophones de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc si vous voulez retrouver les résumés, les personnages et mon avis, ils sont dans ces épisodes-là. Ensuite, si on en vient aux séries télé et aux films, alors je dirais que un chat qui parle et une petite sorcière, ça fait forcément penser à la série Sabrina l'apprentie sorcière. Oui. Ça peut faire penser aussi les pirates aux Pirates des Caraïbes. Oui. Et peut-être aussi un peu au Seigneur des Anneaux pour le côté fantasy et un méchant vraiment très méchant. Mais je peux aussi dire Albator. C'est une série de dessins animés que je regardais quand j'étais plus jeune et j'étais tombée amoureuse d'Albator. Je le trouvais vraiment séduisant et il m'a permis de m'inspirer
pour le personnage du capitaine de ce navire de pirates. Et j'espère que ça vous intéressera aussi quand je vous en raconterai un peu plus sur le bouquin. Enfin, pour le roman. Pour l'instant, on n'en est que à la phase de préparation. J'ai écrit quelques chapitres, mais mon histoire n'en est qu'à ses débuts. Alors, on verra bien où elle me mènera. Donc, à ce jour, je vous dirais que j'ai déjà écrit 22 201 mots. C'est donc un bon départ. Je pense que cette histoire commence vraiment à prendre forme, et entre les noms de fantaisie que j'ai trouvés, les inspirations qui m'ont donné des idées et la carte du monde que j'ai créée, je pense que je suis bien partie pour écrire une très belle et très longue histoire, comme d'ailleurs tous les romans de fantaisie, n'est-ce pas ? Mais bon. Passons à la troisième partie, la chronique, mais pas que. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, le 8e livre que j'ai écouté sur le mois de mars est donc un livre audio que j'ai reçu en service de presse de la part du site NetGalley, qui m'a permis de découvrir un livre audio, déjà, parce que je n'en avais jamais écouté auparavant. J'avoue que c'était une expérience assez déconcertante au début, pour moi, comme, entre guillemets, mode de lecture. Autant je sais apprécier les podcasts, autant j'ai besoin d'être vraiment concentrée pour suivre le déroulement d'une histoire qui se passe dans mes oreilles. Cependant, cela reste une expérience très intéressante. Le livre que j'ai reçu est donc le tome 1 de Vaisseau d'Arcane, Les Hurleuses, d'Adrien Thomas, lu par Hélène Poussin. Je l'ai écouté grâce à Volume, et vous allez me dire, mais c'est quoi exactement Volume ? Eh bien, Volume, c'est une maison d'édition indépendante spécialisée dans le livre audio, dont vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet volume.fr. Mais revenons-en au livre d'Adrien Thomas, qui est donc le 8e livre du mois de mars 2025 et qui est une fantaisie steampunk qui se déroule entre Mitricias et les Hurleuses. Pour le résumé du tome 1 de Vaisseau d'Arcane, le voici. Alors, au Grimmark, la magie peut foudroyer en un éclair. Ses victimes, les touchés, ne sont plus jamais les mêmes. Ils possèdent une incroyable puissance, mais leurs esprits sont à jamais anéantis. Lorsque son frère Solal est frappé par l'arcane, Soph, l'infirmière raisonnable et sans histoire, décide de tout risquer pour le sauver du destin de servitude qui l'attend. Dans leur fuite éperdue à travers les steppes infinies et les forêts boréales, ils découvriront un monde sublime et redoutable. Mais leur liberté est vue comme un affront, leur existence même comme un blasphème. Dans leur ombre, des factions s'affrontent, tissant autour d'eux un écheveau de machinations dont elles tirent les fils avec une virtuosité machiavélique. La magie n'est pourtant pas une puissance qui se dompte. Voilà pour le résumé. J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche, parce que moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié ma lecture de Vaisseau d'Arcane, Les Hurleuses d'Adrien Thomas. Oui, au début, comme je vous le disais, l'écoute a été un peu déconcertante, car il a fallu m'habituer à la voix de la lectrice, Hélène Poussin, et à l'univers riche et complexe qu'elle dépeignait. Cependant, une fois que j'ai pris mes repères, que j'ai identifié les personnages principaux, l'immersion a été totale. L'histoire se déroule à travers plusieurs points de vue, ce qui enrichit notre compréhension du monde fascinant dans lequel nous évoluons. Nous suivons des protagonistes déterminés à faire évoluer leur société, tout en protégeant les plus vulnérables, car les lois de cet univers sont loin d'être simples. Les tensions croissantes entre les différentes communautés ajoutent une profondeur intéressante à l'intrigue. L'univers créé par l'auteur est d'une richesse incroyable. Au fur et à mesure que l'on progresse dans l'écoute, les éléments de l'intrigue s'entrelacent habilement, nous permettant de saisir les motivations de ceux qui aspirent à une révolution. Si vous êtes amateur de complot, d'intrigues politiques et de personnages prêts à tout pour changer les règles du jeu, ce livre est fait pour vous. Pour ma part, c'est une véritable réussite et j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga captivante. Pour en revenir au livre audio, il existe de nombreuses plateformes pour écouter des livres audio si cela vous intéresse.
En voilà une petite liste, bien entendu, non exhaustive. Je n'ai fait qu'aller piocher quelques sites les plus connus pour vous donner des idées et que vous puissiez voir par vous-même si cette expérience est intéressante ou pas du tout. Alors, comme première plateforme, nous avons Audible. Qui ne connaît pas Audible, donc audible.fr, qui offre la possibilité de faire un essai de 30 jours gratuit, puis ensuite on passe à un forfait mensuel de 9,95 €. Il y a également la plateforme nextory.com avec un essai gratuit de 14 jours avec une lecture illimitée et 15 heures d'écoute offertes. Après votre période d'essai, l'abonnement se poursuit à partir de 9,99 € par mois. Cette plateforme des livres audio propose des livres audio, mais aussi des livres numériques. Donc ça peut être tout aussi intéressant que Kindle ou Kobo, qui sont les principaux éditeurs d'e-book. Nous avons également la plateforme Audiolib, à ne pas confondre avec Audible. Donc, sur Audiolib, les livres audio sont disponibles dans votre point de vente habituel ou sur Internet. Vous pouvez les commander en ligne ou sur des sites spécialisés. C'est plutôt un éditeur de package de livres plutôt qu'une plateforme d'écoute. Voilà, là vous avez Nextory et Audi pour avoir des plateformes d'écoute où vous pouvez piocher comme vous voulez dans tout ce qu'ils proposent dans leur catalogue. Et dans Audiolib, vous pouvez acheter les livres à l'unité. Donc comme ça, il y en a pour tous les goûts. Il existe également des applications gratuites si vous voulez essayer avant de vous lancer, comme littératureaudio.com, où vous pouvez notamment écouter des classiques de la littérature, toujours confondus, et audiocité.net, avec également des classiques, mais aussi quelques contemporains. De mon côté, à l'occasion peut-être, mais pour l'instant, je reste une inconditionnelle du livre papier ou numérique. Je trouve cela bien plus simple pour moi de lire moi-même le texte, mais j'avoue que la lecture audio a aussi son propre charme. Vous faites le ménage, vous écoutez un livre audio. Vous faites du coloriage, vous écoutez un livre audio. Vous fabriquez des maquettes, vous écoutez un livre audio. Ça peut permettre de cumuler des activités entre elles. Moi, je sais que je n'ai pas pu faire une activité entre guillemets intellectuelle en écoutant le livre. J'étais trop déconcentrée et comme l'histoire que j'ai entendue était très très riche, il fallait vraiment que je me concentre sur le world building. Du coup, je l'ai fait sur ma pause déjeuner, en faisant la vaisselle, en pliant mon linge, en passant l'aspirateur. Et j'avoue que c'était plutôt pas mal de se dire que pendant qu'on fait ce type d'activité physique, on peut écouter un livre. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous de bonnes lectures, quel que soit le format que vous choisirez. Et justement, en parlant de livres papier ou numérique, quelles sont mes envies livresques du moment ? Et si pour corser un peu leur présentation, je vous le faisais uniquement en 3 mots-clés ? Allez, suivez-moi, c'est parti. Je vais donc vous présenter dans cette partie de la chronique, mais pas que, mes derniers achats, ma précommande pour avril, les campagnes Ulule auxquelles j'ai participé, ainsi que les livres dans ma palle que j'ai vraiment, vraiment hâte de lire. Alors, en ce qui concerne mes derniers achats, donc, il y a La Voix de Lorée, le maître de l'anarchie de Marie Fabre, qui est publié aux éditions Naos. En 3 mots-clés, ça donne enquête, steampunk et tueur en série. Rien que ça, j'ai grave envie de le lire. L'autre achat, c'est What the River Knows, Les secrets du Nil, de Isabelle Ibanez, publié aux éditions Rajo. Alors en 3 mots-clés, Égypte, magie, archéologie. Ça donne envie, hein. 3e achat que j'ai fait sur le mois de mars, c'est When the Stars Come Out, de Scarlett Sinclair, publié aux éditions Stardust. En 3 mots, capacité à voir les morts, surnaturel, mythologie. Que demander de plus ? En ce qui concerne ma seule et unique précommande pour le mois d'avril, c'est le dernier livre de Maria Flori, La Guilde des émotions, tome 1, publié chez Bookmark. En 3 mots-clés, académie mystérieuse, don rare et puissant, voleur d'émotions. Bon, ok, ça fait plus que 3 mots-clés, mais bon, vous avez compris le deal.
J'ai ensuite participé au mois de mars, fin février, début mars, aux campagnes Ulule, proposées par les éditions Iméris, qui proposaient le tome 1 de Les larmes d'Okia de Mathilde Lambin. Alors en 3 mots-clés, assassin royal, pouvoir ardent, quête périlleuse. J'ai ensuite participé à la campagne Ulule d'Aurore Vasselin-Lesca, qui publie en auto-édition le tome 2 de Subdone, dont je vous ai déjà fait, j'ai fait une chronique du tome 1 sur le mois de janvier. Donc là, c'est la suite du tome 1, puisque c'est le tome 2. Alors, que dire en 3 mots ? Eh bien, force de l'esprit, magie, tracker. J'espère qu'avec ces quelques mots, ça vous donne envie, ou en tout cas, que vous voyez pourquoi, à force de m'écouter et de savoir quel type de livre je lis, de voir en quoi ces livres m'intéressent énormément. Ensuite, on va finir sur les livres dans ma palle que j'ai vraiment hâte de lire et dont j'attends avec impatience de pouvoir commencer à les dévorer. Il y a Camera Obscura de Maëlle Dessart, publié chez Rajo. Alors là, on a fantastique, enquête, gothique. La lignée des maudits de Bloen Guilou, publié chez Roman Didier Jeunesse. Fantôme, malédiction, époque victorienne. De quoi nous mettre vraiment dans l'ambiance. Il y a ensuite le dernier roman sorti chez PKJ, de Marie Réplin, Affronter la nuit. Dragon, complot, déesse. J'ai jamais lu d'histoire de dragon, ou en tout cas je m'en souviens pas. Alors j'espère que ça se passera bien. Il y a également Ésudem d'Ingrid Rowen, publié chez Corde de Lune Édition. En 3 mots-clés, mythologie, fantastique, gothique. Il y a également le livre qui refusait de brûler de Mark T. Lawrence, publié chez Brajlon. Dark Academia, bibliothèque, mystère. Et enfin, pour pas non plus vous assommer avec ma liste de livres, il y a également Le sabre de neige de Salomé Hahn, publié chez Albin Michel Imaginaire. Salomé Hahn, je l'ai interviewée il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en novembre, donc n'hésitez pas à aller écouter son interview. C'est une de mes camarades de promo, la promo Polaris de l'ICAR, et j'ai vraiment hâte de lire son livre en 3 mots-clés: Japon médiéval, héroïque fantasy, sabre. C'est plutôt intriguant, tous ces romans en quelques mots-clés. J'espère que ça vous inspirera pour vos futures wishlists. Bien entendu, j'ai énormément de livres qui me font envie, sinon ils ne seraient pas dans ma palle. Mais comme j'ai une palle aussi grande que moi, je vous garde quelques surprises. Là, je vous ai fait vraiment les lectures que j'ai envie de faire les prochaines semaines. Et donc, j'espère que je tomberai sur ces très très belles lectures, ou en tout cas que je tomberai sur des très bons romans. Mais restez connectés, vous en saurez plus quand je les aurai chroniqués. Et voilà, merci beaucoup. Passons maintenant à la dernière chronique de ce podcast, la petite question du jour. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? C'est une petite question, toute simple, que je vais développer en quelques mots. Je me suis prise de la folie des 3 mots-clés, donc là il y aura un peu plus que 3 mots-clés, mais la question que je me suis posée ce mois-ci, c'est: quel serait mon week-end parfait ? Et oui, comment j'imagine un week-end parfait ? Eh bien, restez connectés, je vous dis ça tout de suite. Alors, pour moi, un week-end parfait, ce serait un week-end au bord de la mer, une balade le vendredi soir sur la côte, tout en dégustant une glace au parfum violette, un super petit déjeuner et un cappuccino, bien entendu, le samedi, dans un petit café avec vue sur la mer, lire un livre face à la mer en attendant le déjeuner,
un après-midi shopping dans toutes les librairies de la ville, regarder le coucher du soleil face à la mer, un brunch le dimanche matin, lire à nouveau face à la mer, en attendant une dernière balade sur la côte pour prendre des photos de phare avant de repartir. Bref, un week-end de rêve pour moi. N'hésitez pas à m'écrire à ducappuccinoetdeslivres@gmail.com pour me raconter ce qui serait pour vous un week-end parfait. Pour ce mois de mars, nous avons donc fait la chronique lecture de mes 7 romans du mois de mars 2025, 7 romans lus, la chronique d'écriture apportée sur ma recherche d'inspiration pour mon roman de fantasy en préparation, la chronique mais pas que concernait les livres audio et mon écoute d'un roman reçu en service de presse par Ned Gallet, et la petite question du jour sur ce qui serait pour moi un week-end parfait. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists, mais pas que. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode et sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @jess-8angel ou vous pouvez m'envoyer un mail à ducappuccinoetdeslivres@gmail.com. Et voilà. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast, podcast.ocha.co du Cappuccino et des Livres. En cliquant simplement sur s'abonner, je vous y annonce l'arrivée des nouveaux épisodes et du sujet du mois abordé dans les grandes lignes. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.